Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Une nouvelle tentative pour consolider le cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Les discussions ont débuté à Rome autour d'un possible retrait progressif de l'armée israélienne du sud du Liban, malgré un contexte régional marqué par de nouvelles tensions. Les négociations reprennent, sous haute sécurité. À Rome, les délégations libanaises et israéliennes se retrouvent à l'ambassade des États-Unis, qui supervise le processus. Washington évoque des discussions jugées fructueuses et affirme que les deux parties souhaitent poursuivre le dialogue. Au cœur des échanges, le retrait progressif de l'armée israélienne de deux zones du sud du Liban. Le gouvernement libanais réclame que ce retrait débute immédiatement. Selon une source diplomatique, l'armée libanaise est prête à prendre progressivement le contrôle des secteurs évacués. Israël se dit également disposé à avancer, mais pose une condition, que le Hezbollah soit absent des zones concernées et que l'armée libanaise soit en mesure d'empêcher tout retour du mouvement armé. Ces discussions interviennent après l'accord cadre conclu fin juin entre les deux pays en vue d'une paix durable, dans le prolongement du cessez-le-feu instauré après la reprise de la guerre début mars. Sur le terrain toutefois, la situation reste fragile. L'armée israélienne poursuit des frappes limitées dans le sud du Liban. Mardi encore, un drone a visé la localité de Nabatiyeh al-Fawqa, tandis que des destructions sont signalées dans plusieurs villages occupés. Depuis le début du conflit, les autorités libanaises font état de plus de 4300 morts. Israël annonce de son côté la mort de 38 soldats et d'un contractuel civil au Liban. Pour plusieurs analystes, les chances d'une avancée majeure à Rome demeurent limitées. Mais ces discussions permettent au moins de maintenir un canal de dialogue, alors que les récentes frappes entre les États-Unis et l'Iran font planer le risque d'une nouvelle escalade régionale. Selon plusieurs experts, Téhéran pourrait toutefois hésiter à ouvrir un nouveau front au Liban, préférant préserver le Hezbollah comme moyen de dissuasion à plus long terme. Redécouvrir le patrimoine autrement. La nuit des musées revient au Liban avec une promesse simple. Ouvrir gratuitement les portes de dizaines de sites culturels à travers le pays, le temps d'une soirée. Une soirée, les musées s'ouvrent à tous. De 17h à 23h, musées, maisons patrimoniales, collections universitaires et sites culturels accueilleront gratuitement les visiteurs à Beyrouth, dans le Mont Liban, le Nord, le Metn, à Jubei, Saïda et dans plusieurs autres régions. De nouveaux musées ont été ajoutés à la liste comme le musée de l'Indépendance à Jounieh. L'objectif est de rapprocher le public de son patrimoine et d'encourager les Libanais à redécouvrir des lieux souvent davantage fréquentés par les touristes que par les habitants eux-mêmes. Cette nouvelle édition se tient dans un contexte toujours marqué par la crise économique, sociale et sécuritaire qui affecte le pays. Si une soirée gratuite ne peut répondre à toutes ces difficultés, elle offre néanmoins un accès plus large à la culture, notamment aux familles qui renoncent souvent aux loisirs payants. L'événement permet également de mettre en lumière des établissements parfois méconnus, situés en dehors des grands circuits culturels. Le choix d'une ouverture en soirée transforme aussi l'expérience de visite. Après le travail ou en famille, le musée devient un lieu de promenade, de découverte et de rencontre avec l'histoire, l'art, l'archéologie, les archives et les collections scientifiques. Au-delà de son caractère festif, cette nuit des musées rappelle enfin un enjeu plus large, celui de la préservation et de la transmission du patrimoine, dans un pays où les moyens consacrés à la culture restent limités. La guerre entre les États-Unis et l'Iran franchit un nouveau palier. Pour la 6e nuit consécutive, Washington a bombardé des cibles iraniennes. Les frappes américaines se poursuivent. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'armée américaine affirme avoir visé des dizaines de cibles militaires iraniennes, notamment des sites de surveillance côtière, de défense aérienne, des infrastructures logistiques et des installations maritimes. Mais l'Iran dénonce des bombardements contre des infrastructures civiles. Selon les autorités, le réseau électrique du sud du pays a été endommagé, poussant les habitants à réduire leur consommation d'électricité. Des ponts, un port, un aéroport,
des infrastructures de télécommunications et une gare auraient également été touchées. Le bilan communiqué par l'agence officielle IRNA fait état de 8 morts et 20 blessés. Quelques jours plus tôt, Donald Trump avait menacé de frapper les ponts et les centrales électriques iraniennes si Téhéran refusait de reprendre les négociations. En réponse, l'Iran avertit que toutes les infrastructures de la région pourraient devenir des cibles légitimes si les États-Unis poursuivent leurs attaques. Cette escalade dépasse désormais les frontières iraniennes. Au Koweït, une centrale électrique et une usine de dessalement ont été touchées lors d'une attaque revendiquée par l'Iran. Les autorités appellent la population à économiser l'électricité alors que les températures atteignent 48 degrés. Le Koweït, la Jordanie, Bahreïn et le Qatar annoncent également avoir subi des attaques aériennes. Au Qatar, un enfant a été blessé par des débris après une frappe visant, selon les gardiens de la Révolution, la base américaine d'Al-Udeid. Dans le détroit d'Ormuz, artère essentielle du commerce mondial de pétrole et de gaz, les tensions persistent. Le trafic maritime ralentit et un navire a été endommagé vendredi par un projectile non identifié au large d'Oman, sans faire de victimes. Malgré cette nouvelle flambée de violence, la Maison-Blanche assure que Donald Trump reste ouvert à une solution diplomatique, tandis que la Chine et le Pakistan appellent les deux camps à reprendre les négociations. Au Pakistan, la pression s'accentue sur les migrants afghans. Depuis plusieurs jours, les autorités multiplient les contrôles, les arrestations et les démolitions d'habitations pour pousser les personnes en situation irrégulière à quitter le pays. Devant les gravats de sa maison, Ahmad Mullah ne cache pas son désarroi. À 70 ans, cet Afghan installé depuis des années près de Peshawar affirme avoir tout perdu lorsque les bulldozers sont entrés dans son village. Comme de nombreuses habitations occupées par des familles afghanes, sa maison a été détruite. Depuis le 10 juillet, les autorités pakistanaises ont lancé une vaste opération contre les ressortissants afghans dépourvus de visa. Selon des habitants et des responsables locaux, les barrages routiers se sont multipliés, les contrôles d'identité sont devenus quotidiens et des appels répétés invitent les migrants à quitter le pays. À Matani, près de Peshawar, plusieurs familles tentent de récupérer ce qu'elles peuvent avant de prendre la route vers l'Afghanistan. Delhi, quelques effets personnels ou encore des panneaux solaires sont chargés sur des camions en direction de la frontière. Des policiers confirment avoir reçu pour consigne d'arrêter les Afghans sans papier. Selon eux, leur présence avait été recensée avant même le lancement officiel de cette opération. Le Pakistan accueille depuis plus de 40 ans des millions d'Afghans ayant fui les conflits dans leur pays. Mais depuis fin 2023, sur fond de tension avec les autorités talibanes, Islamabad a considérablement durci sa politique migratoire. Selon les Nations Unies, plus d'1 million d'Afghans vivent encore au Pakistan. Les chiffres montrent que les retours vers l'Afghanistan se sont encore accélérés ces derniers jours. À Peshawar, cette campagne se fait déjà sentir dans les quartiers commerçants. Au bord de bazar, surnommé le mini Kaboul, les boutiques se vident. Les commerçants évoquent une clientèle qui n'ose plus sortir, par crainte d'être contrôlés ou arrêtés. L'Inde veut changer de dimension dans la conquête spatiale. Après des décennies dominées par son agence nationale, le secteur privé est désormais en plein essor avec des centaines de start-up qui ambitionnent de rivaliser avec les plus grandes puissances spatiales. Construire des fusées, lancer des satellites et conquérir le marché mondial de l'espace. En Inde, la nouvelle génération d'entrepreneurs du spatial affiche de grandes ambitions. Depuis l'ouverture du secteur aux entreprises privées en 2020, plus de 400 startups ont vu le jour, attirant plus de 500 millions de dollars d'investissement. Parmi elles, Skyroot Aerospace s'apprête à franchir une étape historique avec le lancement de la première fusée orbitale entièrement développée par une entreprise privée indienne. Un symbole de la montée en puissance d'un secteur qui s'appuie sur plusieurs décennies d'expertise de l'agence spatiale indienne, l'ISRO. C'est elle qui a permis à l'Inde de placer une sonde en orbite autour de Mars en 2014, puis de réussir un alunissage en douceur en 2023, une première pour le pays. Aujourd'hui, les entreprises privées prennent le relais sur le terrain commercial. À Bangalore, Pixel développe des satellites d'observation de la Terre capables de fournir des données à des clients en Inde, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Ces images servent notamment à surveiller les sols agricoles ou les sites miniers. Autre acteur du secteur, Galaxy mise sur l'observation de la Terre à des fins de défense et de sécurité, un marché en forte croissance dans un contexte de tensions géopolitiques. L'entreprise a récemment perdu le contact avec son premier grand satellite,
mais son fondateur considère cet échec comme une étape normale dans un secteur où chaque mission permet d'accumuler de l'expérience. L'Inde représente aujourd'hui environ 3% de l'économie spatiale mondiale. Le gouvernement souhaite multiplier cette part par 5 d'ici 7 ans. Pour y parvenir, les entrepreneurs estiment qu'un soutien public restera indispensable, afin de financer les projets les plus risqués et d'aider les jeunes entreprises à rivaliser, à terme, avec les géants américains et chinois du secteur spatial. Au Cap-Vert, elles sont surnommées les voleuses de sable. Chaque jour, ces femmes risquent leur vie pour extraire illégalement du sable destiné au secteur du bâtiment. Un travail de survie qui détruit peu à peu le littoral de l'archipel. À marée basse, la course contre les vagues commence. Sur la plage de Charcot, sur l'île de Santiago, des femmes remplissent leurs seaux de sable noir avant de les porter sur leur tête jusqu'à la rive. Des dizaines de kilos à chaque aller-retour, dans une mer agitée où la moindre chute peut être dramatique. Depuis plus de 15 ans, Maria Eleonor Montero et Vania Tavares vivent de cette activité illégale. Faute d'emploi, elles revendent ce sable à des entrepreneurs du bâtiment, qui le préfèrent souvent au sable extrait légalement, moins coûteux. Les blessures, les douleurs chroniques et les accidents rythment leur quotidien. Mais pour ces mères de famille, il s'agit souvent de la seule source de revenus. Le ramassage de sable est pourtant interdit au Cap-Vert depuis plusieurs années et passible d'amende ou de peine de prison. Dans certaines régions, les autorités ferment toutefois les yeux face à la précarité des habitants. Les conséquences sur l'environnement sont considérables. Pendant des décennies, les plages de l'île ont servi de carrière à ciel ouvert. Certaines ont totalement disparu, remplacées par des galets et des cratères. Là où s'étendaient autrefois de longues plages, les femmes doivent désormais récupérer le sable directement dans l'eau. Cette disparition fragilise aussi les terres agricoles. Sans la barrière naturelle formée par les plages, l'eau de mer s'infiltre dans les sols, provoquant leur salinisation et poussant de nombreux agriculteurs à abandonner leurs champs. Si les autorités assurent que les campagnes de prévention ont permis de réduire le phénomène, des associations estiment que la réponse reste insuffisante. Elles réclament davantage de solutions pour permettre à ces femmes de trouver une autre activité. Maria Eleonor Montero reconnaît aujourd'hui avoir participé à la disparition de son propre littoral. Elle assure pourtant qu'elle abandonnerait ce travail dès qu'une autre possibilité de vivre s'offrirait à elle. Beyoncé, Aya Nakamura ou encore Kelly Rowland. Derrière les tenues de ces stars internationales se cachent de plus en plus souvent des créateurs ivoiriens. Depuis Abidjan, une nouvelle génération de stylistes fait rayonner la mode africaine bien au-delà du continent. Dans son atelier d'Abidjan, Loza Maléombo crée des pièces qui voyagent jusqu'aux plus grandes scènes du monde. En 2020, l'une de ses vestes apparaît dans le clip Already de Beyoncé. Une création inspirée de l'esthétique baoulée, ornée de reproductions dorées de masques traditionnels. Une consécration pour la styliste ivoirienne, dont le travail a été découvert des millions de fois sur les réseaux sociaux. Malgré cette reconnaissance internationale, elle a fait le choix de rester en Côte d'Ivoire. Son ambition, valoriser les savoir-faire locaux en travaillant des matières comme le pagne baoulé, le pagne kita ou encore la toile de jute. Une démarche qui lui a aussi permis d'habiller Solange Knowles et Kelly Rowland. Abidjan s'impose aujourd'hui comme l'une des capitales africaines de la mode, aux côtés de Dakar, Lagos, Nairobi ou Johannesburg. J'ai trouvé qu'il y avait un manque dans la représentation de nos codes africains et de nos textiles africains et esthétiques africaines dans le milieu de la mode à l'international. Selon l'UNESCO, la demande mondiale pour les créations africaines devrait encore progresser dans les prochaines années. Même choix pour le styliste Ili Kuam. Habitué des Fashion Weeks de Paris et de New York, il continue pourtant de développer sa maison de couture depuis Abidjan. Il utilise largement le pagne tissé ivoirien, un savoir-faire traditionnel inscrit au patrimoine de l'UNESCO, et a créé son propre label d'excellence, Born in Africa, ainsi qu'une Fashion Week abidjanaise. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas le désir d'être labellisés par un syndicat français. Nous avons le désir de nous-mêmes présenter un travail d'excellence, un travail rigoureux et un travail qui, si vous voulez, vient accompagner et développer
une industrie. Une volonté affirmée de construire une véritable industrie de la mode sur le continent. À Paris, les créations africaines séduisent également un public grandissant. Le styliste Ibrahim Fernandez a récemment présenté son travail aux Galeries Lafayette et habillé Aya Nakamura pour son concert au Stade de France. Pour lui aussi, l'avenir s'écrit à Abidjan. Si la clientèle locale reste limitée par le pouvoir d'achat, ces créateurs veulent démontrer que l'Afrique ne se contente plus de consommer la mode mondiale, elle entend désormais en être l'une des références. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Rendez-vous lundi, même heure, même antenne. Bonne soirée.